La mise de 12 milliards réduite en miettes en 35 minutes. La fureur de l'Amérique dans le Pacifique, 8h05, le 22 juillet 2025. Le calme du Pacifique explosa en flammes lorsque la Chine lança son pari le plus audacieux à ce jour. Depuis des silos souterrains près de Hainan, 6 missiles DF-26 tueurs de porte-avions s'élevèrent à vitesse hypersonique, avec des trajectoires fixées sur le groupe de frappe du USS Gerald R. Ford. Simultanément, 3 bombardiers H-6 décollèrent chargés de missiles de croisière à longue portée conçus pour saturer les défenses américaines. Les escorteurs du Ford réagirent immédiatement. Les radars Aegis balayèrent le ciel, suivant des dizaines d'objets. En quelques secondes, les batteries d'intercepteurs S-M6 et les systèmes de brouillage électronique entrèrent en action. 4 ogives furent détruites en plein vol, leurs fragments retombant sans danger dans la mer. Mais 2 missiles passèrent. À 8h09, l'un frappa le USS Chancellorsville, dévastant sa poupe et paralysant sa propulsion. Un autre atteignit le destroyer USS Ross, enflammant ses conduites de carburant et tuant instantanément 3 marins. Pour Pékin, ce fut un triomphe éphémère. Les médias d'État diffusèrent des images simulées de navires américains en flammes, proclamant que la Chine avait plié le Pacifique. Mais l'illusion dura à peine quelques minutes. Depuis le pont du Ford, des essaims de drones ravitailleurs MQ-25 et de chasseurs F-35 rugirent vers le ciel. Au même moment, 2 sous-marins de classe Virginia, tapis sous les vagues, lancèrent des salves de missiles Tomahawk dirigés contre les radars et bases aériennes chinoises le long de la côte. À 8h20, des explosions secouèrent toute la province du Guangdong. Les bunkers de commandement s'effondrèrent. Les pistes se fendirent, des réseaux entiers de radars disparurent dans des boules de feu. La contre-attaque s'intensifia avec une précision terrifiante. En seulement 35 minutes après le premier tir chinois, la situation s'était inversée. Le groupe de frappe du Ford avait déchargé plus de 188 000 livres d'armement, neutralisant une demi-douzaine de bases chinoises et réduisant au silence leurs batteries côtières. Les prétendus tueurs de porte-avions n'avaient pas coulé le porte-avions. Ils avaient au contraire réveillé la machine de guerre la plus redoutable des États-Unis. À 8h40, les cieux au-dessus de la mer de Chine méridionale ne portaient plus de bombardiers chinois, mais les traînées des chasseurs américains chassant en liberté. Le message était clair. Pékin avait misé 12 milliards en armes et en prestige mondial, et tout avait été perdu en un peu plus d'une demi-heure. La question demeure, était-ce le début d'une guerre plus vaste, ou le rappel ultime que le Pacifique reste l'océan de l'Amérique? Le bouclier du dragon brisé. La tempête de l'Amérique sur le Pacifique, 9h30, le 22 juillet 2025. Les commandants chinois croyaient que la tempête était passée. Leurs médias d'État répétaient fièrement des images de navires américains endommagés, affirmant que les défenses de Pékin étaient impénétrables. Pourtant, dans le centre d'information de combat du USS Gerald R. Ford, les préparatifs pour la prochaine frappe étaient déjà terminés. Les États-Unis ne se contentaient pas de répondre, ils étaient sur le point de redéfinir la suprématie. L'opération Vortex de fer n'avait qu'un seul objectif: démanteler le fier réseau de défense aérienne chinois. Les chiffres étaient impressionnants. 60 drones MQ-9 Reaper, chacun équipé de missiles Hellfire de précision. 40 missiles anti-navires LRASM, guidés par satellite et algorithmes furtifs. 20 chasseurs F-35C, Lightning II, invisibles au radar et armés pour des frappes en profondeur. Et sous les vagues, 2 sous-marins de classe Ohio, avec 48 missiles de croisière Tomahawk prêts à frapper les cibles côtières chinoises. À 9h35 précise, la première vague commença. Depuis le pont du Ford, les MQ-9 Reaper s'élevèrent dans le ciel, leurs ailes tranchant l'air humide du Pacifique. Ils ne portaient pas seulement du feu, mais aussi des modules de guerre électroniques conçus pour aveugler et désorienter. Les opérateurs radars chinois virent soudain des centaines d'échos approcher.
La réalité et l'illusion se confondirent dans le chaos. Les lanceurs HQ-9B s'allumèrent, tirant des intercepteurs à plusieurs millions de dollars contre le vide. Puis le marteau tomba. À 9h44, les sous-marins de classe Ohio libérèrent leur charge. Des dizaines de Tomahawks émergèrent de l'océan comme des fantômes vengeurs, rasant les vagues. En quelques minutes, des explosions secouèrent la côte de Hainan. Pistes d'aviation brisées, bunkers de commandement effondrés et dépôts de carburant transformés en colonnes de flammes noires. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. La deuxième vague suivit sans pause. Des avions furtifs surgirent, invisibles jusqu'au moment où les bombes frappèrent. Les attaques de précision détruisirent les installations radars, tandis que les LRASM filaient à l'horizon, pulvérisant bases navales et batteries de missiles. À 9h55, en moins de 25 minutes, les défenses les plus fières de la Chine n'étaient plus que des cratères fumants. Le déséquilibre des coûts fut dévastateur. Pékin dépensa plus de 400 millions de dollars en intercepteurs contre des drones américains qui n'avaient coûté que 90 millions. Le bouclier le plus avancé de l'APL ne s'était pas seulement fissuré, il s'était effondré. À la télévision chinoise, les présentateurs qui, quelques heures plus tôt, proclamaient un « nouveau siècle asiatique » gardaient désormais le silence. Pour les États-Unis, la leçon était claire. Les armes supérieures gagnent des batailles, mais la stratégie supérieure gagne des guerres. La forteresse qui s'est dissoute en quelques minutes, l'enfer de l'Amérique sur le Pacifique, 10h25, le 22 juillet 2025. Les commandants chinois restaient sans voix. À peine une heure plus tôt, Pékin avait diffusé des images de navires américains en flammes, les montrant comme preuve de son ascension. Mais à présent, à Gwanga, le noyau même de sa force blindée gisait en ruine. Washington avait démontré non seulement une puissance de feu redoutable, mais une précision chirurgicale à une échelle que l'APL ne pouvait égaler. Et la tempête n'était pas terminée. À 10h30, depuis le pont de l'USS Gerald R. Ford et de ses escorteurs, une seconde vague d'attaques s'éleva vers le ciel. Cette fois, plus massive. 12 F-35A armés de bombes de petit diamètre GBU-39 pour des frappes de précise, escortés par 8 ESEA, 18 G Growler, les avions de guerre électroniques de la marine. Leur mission, effacer les infrastructures survivantes autour de la base de chars numéro 3 et paralyser les liaisons de commandement dans le sud de la Chine. À 10h41, les Growlers bloquaient déjà les fréquences dans toute la région de Gwanga. Les commandants chinois hurlaient des ordres dans des radios qui ne diffusaient plus que des grésillements. Les images des drones montraient des officiers de l'APL agitant des drapeaux avec désespoir, tentant de coordonner leurs hommes comme s'il s'agissait d'une guerre d'un autre siècle. Les Américains, en revanche, frappaient avec une modernité implacable. À 10h47, les F-35 larguèrent plus de 100 bombes de précision en vagues échelonnées. Les tunnels de stockage de munitions, autrefois dissimulés sous du béton renforcé, s'effondrèrent et explosèrent. Les détonations secondaires balayèrent les voies ferrées et les bunkers de commandement. Le sol trembla avec la force d'un petit tremblement de terre, tandis que des tempêtes de feu dévoraient les restes de la base. À 11h, l'opération avait pris une tournure encore plus humiliante. Les commandants de l'APL observaient, impuissants, les images satellites en temps réel, confirmant leur perte. 90% de la base de chars numéro 3 anéantie, les communications dans le sud du Guangdong interrompues et une flotte blindée évaluée à 12 milliards, réduite en scories fondues. Le coût pour les États-Unis. À peine quelques dizaines de munitions de précision et des drones qui représentaient moins de 3% des pertes de Pékin. À Pékin, le silence remplaça la célébration. La propagande, qui quelques heures plus tôt montrait des porte-avions en train de couler, évitait désormais toute image. Le monde avait vu la vérité à travers les transmissions en direct de Washington. L'arsenal américain avait transformé une forteresse en enfer en moins de 40 minutes. Le message était indéniable. La Chine avait frappé la première,
Mais les États-Unis avaient le frappé plus fort. Et l'équilibre de la peur dans le Pacifique était en train de changer pour toujours. À 8h05, les planificateurs militaires de Pékin comprirent l'impensable. Leur flanc sud était en train de s'effondrer. Les écrans dans les bunkers de commandement clignotèrent de parasites, tandis que les opérateurs luttaient pour interpréter des signaux fantômes. Toute leur confiance s'était évanouie dans l'aveuglement. Ce qui suivit transforma cet aveuglement en désastre. Bien au-dessus de la mer de Chine méridionale, le groupe aéronaval américain était déjà engagé. L'USS Gerald R. Ford, le plus grand navire de guerre du monde, lança vague après vague d'aéronefs dans l'air humide et épais. Des F-35Z et des FA-18E Super Hornets rugissaient vers le ciel, chacun chargé de bombes guidées de précision et de perforatrices de bunkers. Derrière de CTA-E, un essaim de drones bloquait les radars chinois et transmettait des renseignements en direct au Pentagone. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. L'objectif était clair, un vaste centre logistique en périphérie de Nanning, évalué à plus de 8 milliards de dollars. Réserve de carburant, dépôts de missiles, convois blindés et unités de commandement mobile. Tout un réseau de puissance militaire concentré en un seul lieu. À 8h27, la première frappe toucha sa cible. Des explosions éventrèrent des réservoirs de carburant contenant des millions de gallons de diesel, élevant des colonnes de flammes hautes de plusieurs centaines de mètres. En quelques minutes, les systèmes de défense aérienne valant des centaines de millions ne furent plus que métal carbonisé. À 8h40, le bombardement s'intensifia. Des JDAM frappèrent des bunkers de munitions, déclenchant des réactions en chaîne qui firent trembler la terre comme des tremblements de terre. Des convois de véhicules blindés, autrefois alignés en rang parfait, furent réduits à des débris fondus. Des postes de commandement entiers disparurent dans des tempêtes de feu, leurs signaux sombrant dans le silence. Les images satellites montraient la dévastation s'étendant sur plusieurs kilomètres. Plus de 60 chars détruits, de multiples batteries de missiles effacées et des lignes d'approvisionnement critiques coupées. Les estimations des dommages dépassaient 9 milliards de dollars. Des rapports de pertes, interceptés par des unités cybernétiques américaines, révélaient des centaines de soldats blessés ou portés disparus dans le chaos. Pendant ce temps, la Task Force américaine ne subissait que des dommages minimes. 2 navires d'escorte légèrement touchés, mais totalement opérationnels. Pour Pékin, la comparaison fut humiliante. L'opération destinée à projeter sa domination se termina par l'exposition de sa vulnérabilité aux yeux du monde. À 9h, les chaînes d'information internationales retransmettaient les images envoyées par les drones américains. Des villes du monde entier observaient en temps réel l'incendie de la forteresse de Pékin. Le message était clair, l'intimidation avait échoué. La réponse des États-Unis fut décisive, implacable et indéniable. Ce ne fut pas seulement la destruction d'une base, ce fut la destruction d'une illusion. La mer de Chine méridionale n'était plus un terrain d'ombre, c'était un champ de bataille, et l'équilibre des forces s'était déplacé par le feu et l'acier. Aimé et partagé pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe.